Imaginez un peu le tableau. Un royaume complètement pris en tenaille. D'un côté, une superpuissance maritime. De l'autre, un empire terrestre qui n'arrête pas d'avancer. C'est le Maroc du XVIe siècle. Et au milieu de tout ça, une dynastie au bord du gouffre. C'est vraiment une histoire incroyable de survie, de stratégie et finalement de la naissance d'une nation. Regardez bien cette image, elle résume tout. Le Maroc, avec sa position stratégique en nord, se retrouve coincé, littéralement pris en étau. D'un côté, à l'ouest, une force navale impressionnante. Et de l'autre, à l'est, un empire qui grignote du terrain sans cesse. Pour ceux qui sont au pouvoir à ce moment-là, les Ouattacides, la pression devait être juste insoutenable. Alors, on pourrait penser que le danger vient uniquement de l'extérieur, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Avant même que cet étau impérial ne se resserre, le royaume était déjà malade, rongé de l'intérieur. L'État ouattacide était en fait complètement éclaté. Pour bien comprendre, il faut savoir d'où viennent ces Ouattacides. Au départ, c'étaient des vizirs superpuissants qui tiraient les ficelles derrière les sultans d'avant, les Mérinides. Alors quand ils ont fini par prendre le pouvoir pour eux-mêmes, ils ont hérité d'un cadeau empoisonné. Le pouvoir du sultan? Une illusion. Les caisses de l'État? Vides. C'est difficile d'imaginer à quel point le royaume était divisé. À Fès, le sultan donnait des ordres, mais personne n'écoutait vraiment. Des chefs de guerre locaux faisaient la loi chez eux. Des tribus rebelles campaient presque aux portes de la capitale. Des petites principautés indépendantes apparaissaient un peu partout. Et le système d'impôts, une catastrophe totale. En gros, le pays était en guerre permanente contre lui-même. Et c'est pile à ce moment-là, alors que le royaume est au plus mal, que la première mâchoire de l'étau se présente. Une menace qui vient de la mer, le Portugal et son immense empire maritime. Cette phrase, elle résume tout. Les Portugais avaient une double casquette, si on peut dire. D'un côté, il y a l'esprit de croisade, la ferveur religieuse. Mais de l'autre, et il ne faut pas l'oublier, il y a le business. Des objectifs économiques très pragmatiques, mettre la main sur les routes du commerce, s'assurer d'avoir du blé, et bien sûr, financer leurs grandes explorations. Et pour atteindre ces buts, leur stratégie était simple, s'implanter durablement. Ils ont construit ou capturé toute une série de forteresses le long de la côte marocaine. On a par exemple Safi, prise en 1508, un port absolument crucial, mais aussi Kasra Saguir, une place forte essentielle pour contrôler le détroit de Gibraltar. Et évidemment, la première de toutes, Ceuta, prise dès 1415. Quand on met tout ça bout à bout, on voit bien qu'ils étaient en train de créer un véritable collier de fer pour étrangler le royaume. Quand on regarde la liste, c'est juste impressionnant. Ceuta, Tanger, Safi, Mazagan, ils appelaient ça leur Algarve d'outre-mer, c'est dire. En contrôlant tous ces points névralgiques sur la côte, ils prenaient littéralement à la gorge tout le commerce du royaume ouattacide. C'était un véritable blocus économique. Donc les Ouattacides ont les yeux rivés sur l'océan, sur le danger portugais. Mais pendant ce temps, dans leur dos, une autre ombre grandit. La deuxième mâchoire de la tenaille se met en place à l'est. C'est l'Empire ottoman, qui avance tranquillement ses pions depuis Alger. Et attention, la menace ottomane, ce n'est pas juste une vague inquiétude. Ce sont des interventions militaires bien réelles. En 1554, carrément, ils prennent Fès, la capitale. Bon, ils sont repoussés, mais ils ne lâchent pas l'affaire. Ils reviennent à la charge en 1576 et reprennent la ville. En fait, leur jeu, c'est pas tant d'annexer le Maroc, mais plutôt d'y installer des sultans à leur botte. Alors si on met les deux côte à côte, on a deux styles très différents. À l'ouest, les Portugais, c'est une menace maritime. Ils prennent des ports, ils contrôlent le commerce. À l'est, les Ottomans, c'est une menace terrestre. Eux, ils jouent la carte de la politique, de l'ingérence. Mais au final, le résultat est exactement le même. Le pauvre État ouattacide est pris entre deux feux et il est en train de se faire complètement asphyxier. On a donc un royaume au bord de l'implosion écrasé par cette double pression. On se dit que c'est la fin, non? Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Un troisième acteur que personne n'avait vraiment vu venir va tout changer. Et cette fois, il ne vient pas de l'extérieur. La vraie question, c'est celle-là. Et si la plus grande menace pour les Portugais, pour les Ottomans et même pour les Ouattacides venait de l'intérieur? Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Face à l'impuissance des Ouattacides, une nouvelle force va naître avec une énergie et une légitimité complètement différentes. Et cette force, ce sont les Saadiens. Ils viennent du sud du Maroc, de la vallée du Souss. Et leur force de frappe, elle n'est pas que militaire, elle est aussi politique et religieuse. Ils sont shérifs, descendants du prophète, et leur message est hyper simple, mais terriblement efficace, le djihad, la guerre sainte pour bouter les envahisseurs portugais hors du pays. Imaginez l'impact de ce message sur une population qui se sentait trahie par le pouvoir en place à Fès. Et le moment qui change tout, c'est 1541. Les Saadiens réussissent l'impensable, là où les Ouattacides avaient toujours échoué. Ils reprennent la forteresse portugaise de Santa Cruz. C'est un coup de tonnerre. La capture de leurs canons, comme on le voit ici, est un symbole hyper fort. D'un coup, tout le monde comprend que les Portugais ne sont pas invincibles. C'est tellement un choc que ça les pousse à abandonner la plupart de leurs forts dans le sud.
Ce qui est fascinant avec les Saadiens, c'est leur stratégie. C'est pas juste des coups d'éclat, c'est un plan super bien ficelé. D'abord, première étape, ils consolident leur pouvoir chez eux, dans le sud, en prenant Marrakech. Ensuite, deuxième étape, ils se construisent une réputation en tapant sur les Portugais, en gagnant des batailles. C'est seulement après, une fois qu'ils ont le prestige et le soutien populaire, qu'ils se tournent vers le nord pour défier les Ouattacides et enfin prendre Fès pour unifier tout le Maroc. Ok, donc à ce stade, les Ouattacides sont hors jeu et les Portugais sont sérieusement affaiblis. On pourrait penser que c'est gagné, mais non. Il reste l'autre mâchoire de l'étau, les Ottomans. Alors comment les Saadiens vont-ils s'en sortir pour créer un nouvel État vraiment indépendant? Avec les Ottomans, leur jeu est beaucoup plus subtil. C'est un mélange de réel politique, de diplomatie et de défi. Un super exemple, c'est le sultan saadien Abd el-Malik. En 1576, il n'hésite pas à accepter l'aide des Ottomans pour monter sur le trône. Mais attention, à la seconde où il est au pouvoir, son unique obsession, c'est de leur dire merci et au revoir. Et pour ça, il va sortir le chéquier. Regardez ce chiffre, 920 000 mitkals d'or. C'est une somme astronomique pour l'époque. C'est le prix qu'il a payé cash pour que le corps expéditionnaire ottoman qui l'a aidé rentre gentiment chez lui. En fait, il a tout simplement acheté l'indépendance de son pays. Un calcul simple. Mieux vaut payer une fortune une seule fois que de rester leur vassal à vie. Et le point final de cette histoire, c'est un acte diplomatique très fort. En 1589, le successeur, Ahmad al-Mansour, envoie une lettre au sultan ottoman. Mais ce n'est pas une lettre de soumission. Il lui écrit comme à un égal, de souverain à souverain. Le message est on ne peut plus clair, le Maroc n'est pas une province de l'Empire ottoman, c'est une puissance indépendante. Donc, pour résumer, les Ouattacides, ils étaient déjà faibles de l'intérieur et ils se sont fait complètement broyer par la tenaille portugaise et ottomane. Les Saadiens, eux, c'est une autre histoire. Ils ont retourné la situation. Ils ont fracassé la mâchoire portugaise par la force militaire et ils ont déjoué la mâchoire ottomane par l'argent et la diplomatie. Et au final, ils ont unifié le pays. Et toute cette histoire nous laisse avec une question qui est toujours d'actualité finalement. Comment est-ce qu'une nation arrive à construire son indépendance quand elle est coincée entre les superpuissances de son époque? Ce récit nous montre que la force brute ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est l'unité à l'intérieur, c'est d'avoir un projet politique qui rassemble. Et c'est aussi bien sûr une bonne dose d'audace stratégique. Merci d'avoir suivi cette analyse.